deuxième vidéo. Euh, Vous allez trouver que j'ai le goût de rire parce qu'en fait, je viens d'en enregistrer une pendant 1 heure. Et finalement, la vidéo s'est perdue. Et là, je dois recommencer. Donc, c'est un peu cocasse pour moi d'avoir à recommencer une vidéo que j'ai déjà faite. Mais c'est la vie. Il ne faut pas craindre les obstacles. Je recommence. Donc, je voulais vous dire que la première vidéo, je vous ai fait une présentation de la motivation que j'ai à entreprendre cette démarche avec des vidéos. Je vous ai expliqué ça. Et je vous ai fait part des outils que je compte utiliser. Bon, il y a les 2 pages Facebook. Il y a mon site internet angelboulet.com. Et dans ce site internet-là, vous allez trouver des outils qui sont comme en soutien aux propos que je vais apporter dans les vidéos. C'est un site internet que j'ai mis tout récemment en ligne et qui fait partie de ma démarche. Ensuite, je vous ai expliqué dans ma première vidéo que moi, je comptais utiliser une stratégie d'adaptation face aux difficultés que je vis, qui est d'aller chercher un soutien dans ma communauté. Ma communauté, en fait, j'ai 2 communautés. Moi, j'ai une communauté gaspésienne. Je suis originaire d'un petit village de la Gaspésie. Et je viens aussi du milieu collégial, la communauté collégiale. Moi, j'ai fait une carrière en grande partie dans le milieu collégial. Donc, c'est mes 2 communautés. Et ces 2 communautés-là, ben, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Et j'aimerais ça qu'ils réfléchissent aussi à cette problématique-là que je présente, qui est une problématique que j'ai appelée une problématique taboue. Cette problématique-là, elle a quelque chose de particulier. En fait, c'est une problématique de violence familiale. Mais si on étudie en général la violence familiale, on ne retrouve pas cette problématique-là. La violence familiale, en général, quand on étudie la problématique de la violence familiale, c'est en général réservé à la vie privée, on pourrait dire, de quelqu'un. Ce qui se passe dans le contexte de sa vie privée familiale et son environnement proche. Alors, en général, j'ai pas vu beaucoup d'études qui débordent sur des mesures de violence familiale prises en milieu de travail. Donc, moi, c'est ça. C'est ça, en fait, la problématique. Et je vais vous apporter ça sous forme de témoignage. Mais je voulais vous dire que, quand même, il faut prendre en considération quelque chose d'important. C'est que moi, je vais faire un témoignage, mais d'un autre côté, je suis une intervenante sociale. Moi, j'ai exercé comme travailleuse sociale pendant 7 ans en milieu collégial auprès des jeunes. Et des jeunes de 17 à 22 ans à peu près. Et c'est sûr que dans les jeunes que j'ai rencontrés, je n'ai pas rencontré une telle problématique parce que ils sont jeunes aussi pour identifier une telle problématique. Moi, je suis dans la soixantaine. Donc, c'est un parcours de vie qui me permet aujourd'hui d'en arriver à la conclusion que les congédiements à répétition, les commandes de congédiement à répétition sont des mesures de violence familiale. Donc, c'est important pour moi de vous expliquer aussi que dans les vidéos, l'approche que je propose, ben, c'est l'approche d'une travailleuse sociale. Dans le sens où moi, j'ai aidé beaucoup de gens à traverser des problèmes dans leur vie. J'ai aidé beaucoup de gens j'ai soutenu beaucoup de gens dans leurs difficultés. Donc, d'une certaine façon, moi, j'ai toutes sortes d'outils, on pourrait dire intellectuels, et d'outils d'expérience qui me permet aussi d'analyser ma propre problématique et qui me permet de vous la présenter. Fait que c'est sûr que les gens qui vont écouter mes vidéos vont bien se rendre compte que j'apporte des outils qu'en général, les gens qui sont touchés par des problèmes de violence n'apportent pas quand ils vont consulter. Donc, moi, j'ai ce profil professionnel-là et on appelle ça, en fait, souvent une déformation professionnelle parce que j'ai la lunette d'une intervenante pour vous présenter la problématique
que moi je vis au sein de ma famille et au sein de ma communauté. J'aimerais attirer votre attention aussi sur le fait que dans ma pratique auprès des jeunes en milieu collégial, j'ai rencontré toutes sortes de problématiques. Mais il y a eu deux cas en particulier qui sont pour moi des problématiques complexes, qui sont des problématiques un peu de la nature de la mienne. Il y a une certaine complexité dans ce type de problématique-là. Donc, une première problématique, c'était une étudiante qui s'est présentée, une étudiante au collégial, qui s'est présentée en m'expliquant qu'elle devait, elle, subir un mariage forcé. Ses parents étaient une première génération au Québec. Elle est née au Québec et ses parents avaient décidé qui serait son mari dans un autre pays, le pays d'origine de ses parents. Et elle, une jeune adulte, elle était déjà, sa vie était déjà dessinée, son mari était déjà choisi, les fiançailles avaient déjà eu lieu, et là, on s'en allait vers le mariage officiel. Donc, c'était une étudiante en grande détresse, et elle ne voulait pas se marier avec cet homme-là. Donc, c'est une problématique de violence familiale aussi, avec des traits interculturels. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même complexe. Il m'a fallu me documenter beaucoup, puis réfléchir beaucoup au sens de tout ça. J'ai rencontré les parents, j'ai rencontré la jeune fille à plusieurs reprises. Donc, je pense que je lui ai apporté une bonne aide, mais je ne peux pas vous dire la suite. En fait, les étudiants, ils passent d'une session à l'autre. Fait que je l'ai aidée momentanément. J'espère qu'elle a pu trouver d'autres aides si elle en a eu besoin face à une telle problématique. Une autre problématique complexe aussi que j'ai rencontrée, c'est qu'il y a eu une étudiante dans une discipline en sciences pures qui était une étudiante assez bonne à l'école, qui avait aussi des collègues très performants à l'école. Et cette étudiante-là, elle a simulé d'avoir le cancer pendant 2 ans. Donc, elle a fait croire ça à ses professeurs, elle a fait croire ça à toutes ses collègues de travail. Donc, ça lui permettait d'obtenir énormément de privilèges et de bénéfices rattachés au fait que les gens voulaient l'aider parce qu'elle avait le cancer, soi-disant, mais c'était faux. C'était une histoire pour essayer d'obtenir des privilèges de toute sorte. Donc, c'est une problématique axée principalement sur le mensonge. C'était des mensonges, surtout à peu près. Donc, c'était difficile d'y voir clair parce que ce discours-là de mensonge auprès de l'étudiante a été très, 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 très fort parce que ça a marché pendant 2 ans quand même. Donc, ça n'a pas été facile de voir clair là-dedans, mais on a réussi à voir clair. Et au niveau collégial aussi, moi, j'ai développé une expertise en particulier sur la question des deuils. Donc, les deuils, parce que les étudiants de ce groupe d'âge-là, beaucoup d'entre eux, moi je vous dirais beaucoup, presque la moitié des jeunes que je rencontre, ils me posent la question, Madame, est-ce que mes parents vont arrêter de se chicaner bientôt? Ça veut dire que ils en ont marre, mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, il a fallu réfléchir à ça, quel est le sens de ça, d'où vient le problème, quel est le problème, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider l'étudiant ou l'étudiante. Et donc, les étudiants me disaient, mais madame, mes parents, là, ils sont séparés depuis très longtemps. Ils ont refait leur vie. Ils ont d'autres enfants que moi. Mais ils n'arrêtent pas de se chicaner. Le lien conflictuel est toujours vivant depuis leur séparation. Donc, il a fallu réfléchir beaucoup, puis trouver des pistes. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'est des deuils non résolus. C'est des gens qui ont fait des ruptures conjugales dans des contextes difficiles, qui n'ont pas réussi à traverser le deuil de cette séparation conjugale-là, et qu'ils maintiennent un lien, même si les deux ont refait des vies conjugales, ont eu d'autres familles. Le lien ne disparaît pas, le lien négatif. Donc, on peut être lié dans un couple positivement à quelqu'un, mais on peut être lié négativement à quelqu'un dans un couple. Donc, ça m'a permis aussi, ça,
de comprendre la violence familiale, mais aussi la violence familiale en contexte de séparation. Et ça, c'est un contexte que moi, j'ai vécu personnellement. Mes parents se sont séparés à l'âge de 70 ans. Et ça a été extrêmement difficile et c'est encore très difficile. Et ça fait partie de la dynamique du bouc émissaire désigné que je veux vous expliquer et qui est aussi une problématique qui permet à beaucoup de gens de ma famille de se défouler en faisant du mal sur moi. C'est l'hypothèse que je vais présenter. Donc, il y avait bien sûr aussi les étudiants qui présentaient des profils suicidaires, qui demandaient beaucoup de rencontres, beaucoup d'attention. Mais je vous dirais quand même que dans ma pratique, c'est en gros, c'est ça les cas les plus difficiles que j'ai rencontrés. Je vais regarder si j'ai d'autres choses sur ma feuille. Non, c'est pas mal ça. Violence familiale, deuil non résolu et les étudiants suicidaires. Donc, il faut prendre soin assez rapidement parce qu'à cet âge-là, il faut tenir compte, comme à d'autres âges de la vie, mais il faut tenir compte en particulier de la question de l'impulsivité chez quelqu'un. Ça peut être un geste dommage, hein, que quelqu'un ait une pulsion de mort et passe à l'acte. Donc, j'ai aidé beaucoup de gens et j'ai suivi beaucoup de formations en prévention suicide. On en avait presque chaque année. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment vous préciser que on va parler de violence familiale. Et ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je dis que la stratégie d'adaptation que je fais, c'est un soutien de ma communauté gaspésienne et un soutien de ma communauté collégiale. Mais il y a un but recherché. Ce qui est important, moi, que je vous précise le but recherché. C'est que moi, le but recherché, c'est que mon employeur, de mon emploi comme ex-travailleuse sociale collégiale, décide de refuser de participer, de continuer à participer à une problématique de violence familiale. Ce congédiement-là de 2018, qui n'est pas résolu, un congédiement qui est survenu à mon retour d'un congé. Quand je suis revenue de mon congé de 6 mois en 2017, la travailleuse sociale qui était dans mon bureau, elle occupait mon bureau. Elle ne voulait pas le quitter. Vous revenez d'un congé, c'est votre emploi. Moi, c'est un emploi permanent que j'ai depuis 2007, mais qui est devenu permanent en 2010. Et là, la personne qui est là, qui est votre remplaçante, que vous n'avez jamais vue, qui est une nouvelle employée du collège, elle décide qu'elle ne veut pas quitter et elle ne met pas à jour ses dossiers. Fait que déjà là, ça n'a pas été facile. Fait que, en fait, quand je vous ai dit dans ma première vidéo qu'à mon retour, il m'attendait tout un groupe pour participer, actualiser un congédiement. Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos comment ils ont fait ça. Mais c'est quand même impressionnant et ça me désole aussi. Ça me désole parce que je suis reliée à beaucoup de gens qui ont participé à des actions très mauvaises, frauduleuses, mais parce qu'ils ont été forcés de le faire comme employés. Et je considère aussi que mon employeur a eu une commande de congédiement à mon endroit et s'est retrouvé lui-même à exécuter cette commande-là sans vraiment savoir le contexte, sans vraiment comprendre le contexte de l'ensemble de mon histoire personnelle et de mon histoire comme travailleuse sur le marché du travail, qui vit des congédiements à répétition. Donc, vous voyez la complexité de la chose. Et moi, je pense que quand même, les gens ont participé en ne sachant pas à quoi ils participaient. Mais ils l'ont fait et il y a les conséquences de ça quand même. Et moi, je me dis,
C'est un problème de violence familiale qui est retombé dans la sphère publique et qui a des conséquences sur beaucoup de gens. On n'est plus juste dans le contexte familial. Là, ça déborde sur le contexte du marché du travail, puis le contexte aussi en société. Parce que je dois vous dire que quand je suis allée retourner en 2019 faire une activité d'animation en généalogie dans mon village, il y a des gens de mon village qui m'ont approché et m'ont dit, Angèle, ta sœur ne cesse de nous dire que tu es toujours congédiée, que tu as énormément de problèmes, que ta vie va très mal. Et on entend ça, mais est-ce que c'est vrai? Vous comprenez que moi, j'ai été surprise d'entendre ça parce qu'habituellement, ta sœur devrait t'apporter un soutien. Mais là, ta sœur, elle se promène et elle dit du mal de toi. Fait que vous comprenez que moi, à ce moment-là, j'ai trouvé ça énormément étrange parce que ça fait quand même près de 30 ans, moi, que je suis partie de la Gaspésie, que je vis en ville. Je suis allée régulièrement. Mais quand même, euh, c'est étonnant. Mais moi, je vous dirais, là, dans toute problématique, euh, les gens qui vivent une problématique, on passe par des phases différentes, entre autres une phase de déni. Non, moi, j'ai pas ce problème-là. Et moi, je vous dirais que longtemps, ben, j'ai voulu dire que je l'avais pas, ce problème-là de violence familiale. Ça me tentait pas de l'avoir et je voulais pas l'avoir. Suite à cet événement-là de 2019, ensuite en 2023, le réveil a été extrêmement brutal pour moi. C'est qu'en fait, moi, je suis une travailleuse syndiquée. Dans tout le processus des recours au tribunal administratif du travail, ben, je dois présenter au juge pourquoi je pense que mon syndicat ne fait pas son devoir de représentation. Parce que moi, j'ai payé des cotisations syndicales tout le temps que j'étais employée au Collège de Bienvenue. C'est le collège dont il est question. Et mon syndicat me dit